Une présentation qui va arriver un petit peu en écho à ce qu'a fait Eric Mena tout à l'heure, puisqu'en fait, il nous a parlé des traitements préventifs médicamenteux qui existaient, qui étaient efficaces et qu'on refuse. Et à la place, qu'est-ce qu'on impose? On impose ce qu'on appelle les NPI, les Non-Pharmaceutical Intervention, c'est-à-dire tout simplement des espèces de traitements non médicamenteux qu'on prétend efficaces et dont on peut se demander s'ils le sont vraiment. Alors bien sûr, il y a parmi cela les mesures de distanciation sociale, les différents couvre-feux, évidemment, et puis donc les masques généralisés en population générale et en particulier chez les enfants. Donc ce travail que je vais présenter va essayer de savoir si aujourd'hui il existe ou pas des preuves de l'efficacité de ces masques en fait. C'est un travail qui a été fait avec Emmanuelle Dard, donc une informaticienne, maîtresse de conférences à l'Université de Poitiers, qui fait un travail tout à fait remarquable sur la recherche des données, leur mise en forme et effectivement leurs commentaires derrière. Alors, ce qu'on va faire pour essayer de répondre à cette question, c'est d'étudier en fait les hospitalisations chez les enfants dans la tranche d'âge de 0-14 ans, puisque on sait que ces enfants-là subissent, en tout cas en France et dans de nombreux pays, le masque effectivement à longueur de journée. Et on va voir si dans certaines pathologies, en fait, il existe des preuves ou pas de l'efficacité de ces masques dans la transmission des maladies contagieuses en particulier. Alors, de quel chiffre on va parler? Qu'est-ce qu'on va aller chercher comme chiffre, pardon. La source de nos données, celle qu'on a utilisée, bien sûr, les publics. Il s'agit d'aller sur Santé publique France, grâce à l'application Géode, d'aller chercher les chiffres par pathologie, puisque cela existe, en fait, et puis d'agréger un petit peu ces chiffres, en fait, pour ensuite en tirer des graphes et des conclusions subséquentes. Donc, le site, il est connu, il est donné ici, c'est effectivement le site de Géode. Et puis, donc, vous sélectionnez sur ce site les pathologies qui vous intéressent, et pour chaque pathologie, on vous donne le dénombrement, donc par le fichier au secours qui va compter les hospitalisations, du nombre de personnes dans des tranches d'âge données qui vont ou pas subir des hospitalisations pour une pathologie donnée. Alors nous, ces pathologies, on les a concentrées essentiellement, on verrait, sur 3 années, même si vous pouvez aller chercher sur le site les données depuis 2010. Donc c'est Emmanuelle Dard qui a fait ça de manière extrêmement efficace. Et donc il y a énormément, bien sûr, vous vous doutez bien, de pathologies qu'on peut étudier, mais s'agissant de voir ou pas l'efficacité du masque, il nous a semblé intéressant d'utiliser donc effectivement les maladies suivantes, donc la grippe, le Covid, les pneumopathies, et puis les gastroentérites et les asthmes, effectivement, puisque on sait que la gastroentérite, c'est quelque chose sur lequel, en particulier, le masque n'a pas beaucoup d'effets, et donc ça nous intéresse de comparer aux autres maladies, bien sûr, sur lesquelles le masque aurait un effet. Voilà. Et donc, sur toutes ces données, une fois qu'elles sont mises en forme, on essaie de tirer un petit peu des grandes conclusions sur cette efficacité ou pas du masque. Alors, l'étude que je vais vous présenter, c'est un résumé de tout le travail, le très beau travail d'Emmanuelle Dard, mais que vous pouvez fort heureusement refaire vous-même. En fait, grâce à la création de ce qu'on appelle un Google Colab. Alors bon, je sais que c'est un GAFAM qui est utilisé ici, donc attention, mais pour le coup, là, c'est un outil collaboratif très efficace. Et donc, si vous allez à l'adresse suivante, donc https://cut.li avec effectivement ce petit ici, cette petite adresse, vous pourrez exécuter vous-même tous les programmes programmés par Emmanuel, et donc les récupérer sur votre propre ordinateur. Voilà. Donc, allons-y directement par étudier effectivement une première courbe qui est celle de la grippe, puisque effectivement, la grippe, c'est ce qu'on essayait en 1918, quand on luttait contre la grippe espagnole, de prévenir grâce au port du masque. Et puis, on s'était rendu compte sans doute que ça marchait pas très bien. Et donc, on voudrait savoir si, puisqu'on a maintenant imposé le masque chez les enfants, donc à l'école depuis, vous le voyez. Ici, la semaine 30, en fait, de 2020, on doit savoir si le port du masque chez les enfants a eu un effet sur une maladie qu'on suppose effectivement se propager par des aérosols ou par des gouttelettes. La réponse, c'est non, puisque vous voyez qu'en rouge, en 2020, la grippe est exactement au même niveau que les années précédentes, peut-être même un petit peu supérieur, vous le voyez ici, mais manifestement rien de très significatif. Et donc, ce qu'on constate très bien, bien que les enfants soient masqués ici depuis effectivement la semaine 30, les enfants de plus de 10 ans, et avec ici, vous voyez la rentrée de septembre, ici la rentrée de Toussaint 2020, on voit que le port du masque chez les enfants n'a eu absolument aucun effet sur l'arrêt de la propagation de la grippe. Alors, ce qu'on savait déjà par l'aveu d'Olivier Véran, puisque
vous vous souvenez que le 24 septembre 2020, eh bien, devant la commission d'enquête du FINA, il avait lui-même avoué qu'on savait très bien que, s'agissant de la grippe, le masque, de toute façon, ne servait à rien. Et c'est effectivement ce qu'on constate ici. Et vous voyez d'ailleurs, même sur le début de l'année, il n'y avait aucune différence, bien sûr, sans masque ou avec masque. Tout ça ne change absolument rien. La grippe, donc, n'est pas du tout quelque chose avec lequel vous pouvez lutter via le port du masque. Et donc, on peut se poser la question légitime, mais si ça marche pas pour la grippe, pourquoi donc, diable, est-ce que ça marcherait contre la Covid-19 ? Bon. Donc, la seconde, effectivement, information qu'on peut tirer sur effectivement la transmission de la Covid et pour essayer de savoir si le masque marche ou pas, c'est de comparer un petit peu l'évolution de la Covid, donc depuis la rentrée où le masque effectivement est obligatoire, avec par exemple une maladie qu'on connaît bien qui est la gastro-entérite. Et comme vous pouvez le voir ici, entre la courbe en rouge, donc qui modélise donc les passages dans les hôpitaux pour cause de Covid et ceux liés donc à la gastro-entérite, vous voyez qu'il y a quelque part un parallélisme dans à la fois ici la décroissance effectivement du nombre de cas passant à l'hôpital et ici à nouveau une croissance. On a vraiment un parallélisme assez intéressant qui tendrait effectivement à suggérer que puisque ça monte ou ça descend plus ou moins en même temps, eh bien qu'il y aurait éventuellement, pourquoi pas, des modes de transmission qui seraient plus ou moins identiques, plus ou moins parallèles. Bon, c'est évidemment quelque chose qui avait déjà été suggéré par les infectiologues en disant que on sait que la gastro, ça passe plutôt par les mains et on a dit chez certains infectiologues que effectivement le lavage des mains était vraisemblablement le geste le plus efficace pour lutter contre la Covid-19. Et bien là, on aurait une trace avec ce parallélisme entre les cas, effectivement, de l'idée que gastro et Covid, c'est plus ou moins effectivement des maladies qui sont parallèles, donc qui se transmettraient pourquoi pas de la même manière. Et on sait très bien que contre la gastro-entérite, en fait, le masque manifestement ne sert à rien. Alors, on peut le voir effectivement, le fait que ce masque ne sert à rien dans la diapo suivante, en remarquant que vous voyez ici sur les différentes années, donc 2019, 2018, 2017, 2016, la progression, augmentation ou diminution de la gastro-entérite dans la population est exactement identique en 2020, donc aux fluctuations aléatoires près, bien sûr, par rapport aux autres années. C'est-à-dire que toutes les mesures, vous voyez ici donc de masques obligatoires, de rentrée, ici également de rentrée masquée en septembre, n'ont eu absolument aucun effet sur le nombre de gastro-entérites, en tout cas dans les hôpitaux. Et donc, toutes ces mesures, manifestement, s'il y a une pays, si ces mesures d'intervention non médicamenteuses, celles-là, effectivement, elles sont totalement inefficaces, n'ont absolument aucune influence sur la transmission de la gastro. Et si, comme on en a éventuellement déduit par les graphes précédents, on a un parallélisme entre la Covid et la gastro, on voit que de toute façon, manifestement, les mesures de masque ne serviront absolument et définitivement à rien, donc pour lutter, en tout cas chez les enfants, au niveau donc de la gastro. Alors donc ça c'est pour dire que on voit pas très bien les bénéfices du masque, en tout cas sur la Covid. Il y en a pas sur la grippe, ça c'est certain. Sur la Covid, manifestement il n'y en a pas non plus. Ça se transmettrait plutôt comme la gastro qui elle-même est totalement imperméable aux mesures de type NPI. En revanche, ce que vous allez voir, c'est que effectivement sur d'autres pathologies de type respiratoire, on va voir apparaître de manière assez inquiétante des augmentations effectivement de ces maladies-là, en fait, corrélées, hélas, avec les mesures d'imposition du port du masque. Donc là, en fait, pour le réseau au secours, on a tracé effectivement les variations donc pour les années 2019, 2020, 2008, etc., donc des pneumopathies. Et ce qu'on peut voir, c'est que donc en rouge, là, vous avez effectivement la courbe des pneumopathies donc chez les moins de 15 ans. Donc vous voyez qu'avant le confinement ici, donc qui arrive la semaine 12, on a quelque chose qui est en 2020 comparable aux autres années, totalement comparable, un peu même en retrait. On voit qu'évidemment pendant le confinement, il y a une chute des hospitalisations. Alors non pas parce qu'il n'y a plus de pneumopathie, parce que tout simplement, vous ne pouvez plus aller à l'hôpital. Et puis, dès qu'effectivement le confinement est levé, vous allez récupérer par un retour aux soins, si vous voulez, des niveaux de pneumopathie élevés. C'est juste, en fait, un décalage dans la courbe. Mais après, vous voyez qu'à partir du moment où on a imposé le masque, effectivement, en extérieur pour les plus de 10 ans, avec ici une rentrée masquée en septembre et en novembre, le niveau, effectivement, de pneumopathie chez les enfants reste extrêmement élevé par rapport aux années précédentes, plus manifestement 1,5 fois. Alors, on peut étudier ça de manière un peu plus détaillée en comparant ce qui se passe chez les enfants et dans les autres classes d'âge. Et vous voyez que ici, sur
graphique. Donc, les plus ici de 65 ans, bon, ont des petites variations dans les pneumopathies, mais ça reste comparable aux années précédentes. Idem chez, effectivement, les 15-65 ans, c'est un petit peu plus élevé que les années précédentes en termes de pneumopathie, mais si vous voulez, ça reste tout à fait comparable. Et ceux qui souffrent le plus, manifestement, eh bien, des effets qui seraient corrélés au masque, eh bien, ce seraient les enfants, avec, donc, comme on l'a rappelé, une courbe en 4 parties. Une partie, donc, avant confinement qui est comparable aux années précédentes, une partie confinement où vous n'avez plus de soins, une partie post-confinement où vous récupérez les soins, et une partie, à partir du moment où le masque est obligatoire, qui est en plateau très élevé par rapport aux années précédentes. Alors, en fait, cette courbe en 4 parties sur les taux d'hospitalisation concernant la pneumopathie, donc, que l'on voit quand même manifestement corrélés, hélas, aux mesures de type NPI, eh bien, on peut les reproduire également chez les asthmes pour les enfants de moins de 15 ans. Donc, ici, à nouveau, en rouge, l'année 2020, comparée aux autres années, donc 2019 à 2016, avec à nouveau, donc, effectivement, une première partie qui est comparable avant le confinement. Évidemment, dans le confinement, ça chute parce qu'il n'y a plus de soins. On remonte après le confinement parce que là, à nouveau, on a un retour des soins. Et après, on reste depuis le port du masque obligatoire, manifestement, à un plateau beaucoup plus élevé, donc en 2020, que les années effectivement précédentes. Alors, on peut, comme pour effectivement la pneumopathie, tracer, voir que en fait, ces effets d'asthme, ils vont surtout toucher les enfants de moins de 15 ans. Hein, c'est pas vraiment quelque chose qui va toucher les 15-65 ans, ni effectivement ici, vous le voyez, les 65 ans et plus. En revanche, on voit très très bien ces courbes en 4 parties, avec un plateau haut, en fait, dès qu'on va imposer le masque, effectivement, eh bien, chez les plus jeunes enfants. Bon. Donc, en conclusion, ce qu'on peut dire sur les chiffres donnés au secours, donc parfaitement publics et reproductibles grâce à Emmanuel Darl, en fait, que le masque n'a eu effectivement aucun effet sur la transmission de la grippe, bon, ce qui confirme ce qu'on connaissait depuis très longtemps. On voit, donc ce serait intéressant d'étudier plus en détail, que manifestement le Covid a l'air d'évoluer parallèlement au gastro. Donc ça suggère qu'il y aurait une éventuelle similitude dans les modes de transmission, donc associés à ces deux maladies donc transmissibles. Et la diffusion de la gastro, eh bien, elle est parfaitement insensible aux mesures de type NPI. Ni masque, ni distanciation sociale n'ont aucun effet effectivement sur la transmission de la gastro. Donc dans l'hypothèse où effectivement ce serait la même que pour le Covid, eh bien on voit qu'on n'aurait absolument aucun intérêt à porter des masques pour prévenir donc la transmission de la gastro. Et le gros problème, c'est que quand même, comme on le voit sur les pneumopathies et sur les asthmes, il semblerait qu'il y ait une augmentation significative donc des pathologies respiratoires, effectivement, chez les enfants, depuis que, effectivement, eh bien, le masque est obligatoire chez les plus jeunes. Donc, en conclusion, chez les enfants, manifestement, le masque n'a aucun intérêt pour lutter contre la progression du Covid, ni d'autres maladies respiratoires, mais en revanche, ça semble, hélas, comme on a pu le voir, en tout cas, créer eh bien, de manière corrélative des augmentations assez inquiétantes de certaines pathologies respiratoires. Voilà, j'en ai fini. Et donc, je remercie beaucoup Emmanuel Darl de nous avoir donné effectivement eh bien, tous ces chiffres que vous pouvez reproduire via l'adresse qu'on a donnée sur le site. Merci à vous. Alors moi, j'ai une question très triviale. Voilà, une question triviale, c'est Vincent, tu as parlé de la grippe et moi je suis étonnée parce que on n'a pas vu circuler de virus de la grippe depuis la fin d'épidémie 19-20, voilà. Donc est-ce que c'est la grippe ou c'est les infections respiratoires aiguës globalement? Non, voilà. Non, c'est la grippe telle qu'elle est estampillée par le réseau au secours, en fait. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, c'est syndrome grippaux, voilà. C'est syndrome grippaux. Oui, tout à fait. C'est pas la grippe typée virologiquement, alors. D'accord.